venu en nombre, Monsieur le maire, Monseigneur, Monsieur le curé, chers partenaires, chers habitants, oserais-je dire chers amis, avant toute chose, permettez-moi d'excuser très officiellement plusieurs personnalités qui n'ont pas pu être présentes à nos côtés aujourd'hui. Monsieur Christian Poiret, président du département du Nord, mais le département est représenté néanmoins par des collègues. Monsieur Damien Castelin, président de la MEL, Monsieur Paul-Marie Clodon, préfet délégué à l'égalité des chances, et Madame Lorchy, conseillère régionale, déléguée au devoir de mémoire et à l'inventaire du patrimoine, ainsi que toute l'équipe de la sauvegarde de l'art français. Nous les remercions néanmoins très chaleureusement pour leur soutien constant. Nous avons en revanche la joie d'accueillir l'ex un petit peu en retard, M. Multon, directeur de la DRAC, qu'on a placé déjà à côté de mon collègue Jean Ferrat, et monsieur le doyen du Barreul, Yvan Pagnier, qui est là. Merci de votre présence. Et votre présence, ainsi que vous tous, donne toute sa profondeur culturelle et spirituelle à cette cérémonie. Merci également au groupe Liégois, Soumi Chavo, qui nous a accompagnés musicalement pendant que vous arriviez dans cette magnifique église et que nous retrouverons tout à l'heure lors du cocktail. C'est bien ça. Si nous sommes réunis tous ce soir, c'est pour célébrer bien plus que la fin d'un chantier. C'est la renaissance d'un édifice qui traverse les siècles, témoin d'histoire, de vie et de gestes partagés. Commencé en octobre 2021, les travaux s'achèvent aujourd'hui, 4 ans plus tard, n'est-ce pas, monsieur l'architecte? Je ne le vois plus. Assis là. Je vous avais perdu. Après un parcours très exigeant, mais passionnant, 4 années pour redonner souffle, dignité et lumière à cette église que tant de générations ont connue. Ce chantier s'est déroulé en 3 grandes phases, presque 3 chapitres d'un même écrit. La première phase, dès 2021, a commencé par la pose de l'échafaudage autour du clocher, qui menaçait de s'écrouler à chaque bruissement de cloche. Nous y avons découvert un monument beaucoup plus anodin qu'attendu. Un nombre important de pierres devait être remplacé. Cette étape, prolongée jusqu'en avril 2023, a permis de sauver et de consolider ces veilleurs de pierre qui dominent la ville depuis des siècles. L'échafaudage a ensuite glissé du clocher vers la nef, ouvrant la deuxième phase. La découverte de la nef et du transept au printemps 2023, puis un diagnostic approfondi des charpentes en mai. Comme on examine un manuscrit ancien, cette étape a malheureusement révélé la véritable ampleur des travaux. Permis de réévaluer le coût, n'est-ce pas, monsieur le maire, et ajuster la valeur. Les interventions plus complètes ont pu démarrer ensuite, pour s'achever en mai 2024. Enfin, la troisième phase, de mai 2024 à octobre 2025, a réuni et achevé l'ensemble. La restauration des façades, des toitures, des charpentes, la reprise des peintures intérieures, la restauration des grisailles du cœur, ces toiles en trompe-l'œil qui remplacent les anciens vitraux et que vous pouvez voir juste derrière moi, les deux grisailles de cœur qui étaient complètement noircies et indécelables pour un œil non averti. Et ensuite, la rénovation complète de l'éclairage, redonnant à l'édifice son atmosphère de clarté et de recueillement. Pour mener à bien une telle entreprise, il a fallu une véritable force collective.
Et je veux saluer la maîtrise d'ouvrage avec Benoît Roussier de la DPB. Si les gars, voilà. Parce que je n'ai pas repéré où vous étiez assis comme pas bougé. Voilà. Donc vous faites un petit signe quand je vous cite. La maîtrise d'œuvre, menée par M. Vincent Brunel, architecte en chef des monuments historiques, qui est là, et qui prendra la parole à ma suite. Les entreprises dont le savoir-faire remarquable a fait honneur au métier du patrimoine. Le diocèse et la paroisse, qui ont fait preuve d'une patience et d'une disponibilité exemplaires, y compris lors des fermetures temporaires imposées par la sécurité, n'est-ce pas, monsieur le curé? La DRAC, pour son accompagnement attentif et ses conseils précieux sur cet édifice inscrit en totalité et dont le portail est classé. J'adresse également mes remerciements à mon collègue Jean Berlin, adjoint aux travaux, et puis Mélanie Loss, qui est la personne du service culture. Un petit signe, même si beaucoup de gens vous connaissent dans l'Assemblée, c'est elle qui a été à pied d'œuvre depuis toutes ces années et qui a suivi ce dossier d'une main de maître. Un enfer dans une main de loup. Non, c'est pas J'adresse également un chaleureux merci aux Villevoix, évidemment, et aux habitants du quartier, et aux paroissiens de la paroisse Canon. Votre patience, votre attachement et parfois votre indulgence ont permis cette renaissance et qu'elle se fasse dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, grâce à vous tous, grâce à cette chaîne humaine, l'Église retrouve non seulement son aspect, mais aussi son âme. Elle redevient un lieu de vie, un lieu de culture, un lieu de spiritualité et un repère pour chacun dans le quartier. Et pour approfondir encore le regard porté sur ce travail absolument exceptionnel, je vous propose maintenant de donner la parole à celui qui en connaît chaque pierre, chaque couleur, chaque secret, M. Vincent Brunel, architecte en chef des monuments historiques. Merci Madame pour ces compliments. Monseigneur, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, tout d'abord je voudrais vous remercier, Monsieur le maire, de votre efficacité, de votre patience, parce que c'est la deuxième inauguration que je connais avec vous à Ville-de-Place. Et vous avez toujours été très ouvert à toutes les remarques qu'on a pu formuler durant le chantier. Et naturellement, restaurer un édifice ancien, c'est le démarrage d'une grosse aventure, à la fois sur le plan technique, sur le plan financier, et naturellement sur le plan archéologique et historique. Et là, je fais un petit clin d'œil avec la Milos. Je remercierai tous vos services et en particulier M. Rougier, son prédécesseur, M. Guy Bernardo, Mélanie Loss, bien sûr. Je remercierai aussi toutes les entreprises qui sont à peu près représentées. Je vois M. Bois en ce qui concerne le vitrail, Maître Verrier, l'entreprise de maçonnerie carottière de Léon Noël, je l'ai vu tout à l'heure, M. Salins, qui est là-bas, qui est pêché. Et on a vu tout à l'heure le couvreur, qui est pêché, le couvreur, le petit aïe et le fou, je ne vois pas le charpentier. Mais en tout cas, toutes ces personnes œuvraient dans le même sens, je dirais sous nos lettres, entre guillemets, mais toujours avec passion, avec dynamisme, avec une certaine ferveur pour que le chantier soit une réussite, il l'est. Et je les remercie parce que sans eux, le chantier n'existerait pas, la réussite non plus. Donc c'est vraiment primordial de laisser ça. L'édifice est un édifice un peu particulier, au sens que, quand on le voit de l'extérieur, il paraît homogène, mais en fait, il ne l'est absolument pas. Déjà, dans la nef où vous êtes assis, quand vous regardez le nombre des travées, il y a 3 travées, elles sont inégales, elles sont de nature différente, et là, il y a déjà une question. Nous sommes dans un transept,
Et en fait, c'est un faux transept, puisque les fenêtres ne sont pas axées. Et là, autre question. En fait, l'édifice s'est construit déjà sur une petite église dans les années 1100. Elle s'est agrandie au XVIe siècle, elle s'est agrandie et restaurée au XVIIIe. Et le grand travail qui a été fait, c'était dans les années 1850 avec l'architecte Martin. Quand on est dans les premières époques, c'est un édifice qui est relativement simple, de plan rectangulaire. On arrive dans les périodes du XVIe siècle avec une nef et des bas-côtés et des chapelles. Et c'est pour cela que certaines chapelles, il y avait la chapelle de la Sainte-Vierge qui était de ce côté-là, une autre chapelle qui était en face. On a voulu régulariser une espèce de plan qui était le plan de la nef, des bas-côtés et du transept. Il y avait sur chaque travée latéralement des couvertures indépendantes, et on peut supposer, et ça on le retrouve un peu partout, c'est que le fait de faire des couvertures accolées les unes aux autres crée des chaîneaux. Les chaîneaux sont, excusez-moi, jamais nettoyés, ils sont en face, les eaux débordent, les charpentes pourrissent et tout s'effondre. Et à ce moment-là, au XVIIIe siècle, on fait un très grand chantier, c'est qu'on prend la couverture de la nef comme élément central et on continue la couverture sur les bas-côtés sur un seul versant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez ces grands versants qui sont impressionnants et qui rivalisent un peu avec la verticalité de la tour. C'est intéressant sur le plan esthétique. Là, il y a d'autres anecdotes aussi qui concernent les baies. On peut imaginer que ces baies 16e devaient avoir des remplages avec des meneaux centraux et des éléments de fenestrage de partie haute différents. Et puis on se retrouve avec le 19e siècle où on ouvre tout, on enlève la maçonnerie. Et on a des complexités, et en particulier ici, dans cette grande fenêtre. On a vu avec M. Brouard, avec tout son atelier, plein de questions concernant la mise en œuvre des panneaux et une géométrie qui est complètement imparfaite dans les parties supérieures. Et là, il y a un très beau travail qui a été fait, il y a un travail des artistes. Et quand on le regarde, ça paraît normal. Et puis, il y a des autres anecdotes en ce qui concerne l'aménagement du mobilier, c'est qu'effectivement, quand on parlait de grisaille dans ces fenêtres, bien là aussi, il y a avec aussi l'évolution par rapport à la liturgie, de refaire des chœurs et de refermer avec l'autel central. On bouche les fenêtres, elles disparaissent par certains côtés, et on a eu le malheur de recréer à l'extérieur des bouchements en maçonnerie, et on a essayé de redonner quelque chose à l'extérieur qui n'était pas parfait, enfin c'était une essai. Voilà grossièrement l'histoire de l'édifice. Pour terminer, l'intérieur a été remis en valeur avec ces peintures. Différentes recherches ont été menées en stratigraphie pour vérifier quelles étaient les colorations d'origine. On s'est retrouvé avec ce panel en fait, de couleurs qui étaient les couleurs du XIXe siècle. Et dans la partie du cœur, on a des choses beaucoup plus intéressantes. Il y a des décorations qui sont vraiment du XVIIIe siècle avec des éléments de dorure sur les principaux éléments de nervure. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous aviez remis en place tous ces beaux tableaux, ce qui fait que l'édifice est un édifice architectural, mais c'est une véritable histoire du mobilier et de la peinture murale. Et le dernier point que je citerai, c'est le portail. Un portail qui porte les armes de Charles Quint, ce qui est relativement rare dans cette région. Et le meneau central, comme vous le rappeliez, madame, la porte est placée même ici. Le meneau d'origine a été placé sur le côté et on a refait une copie sur la partie actuelle. Je vous remercie de votre attention.